Dear Valid people. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la Gazette Café pour cette quatrième conférence Dear Valid People. Sachez que vous êtes libre de partir, aller et venir, aller chercher à boire si vous le désirez, mais que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera ensuite disponible en podcast sur les ondes de Radio FM+, avec qui nous sommes en fidèle partenariat depuis de longues années et qui sera également disponible sur YouTube. Donc, pour un bon son, de manière à ce que ce soit audible, à ce que cette conférence et du coup ce podcast soit audible, nous l'enregistrons et nous parlons ainsi dans des micros. Et vous avez également un micro à disposition qui sera distribué par Baptiste, ici présent, qui s'est donné corps et âme pour cette émission. Alors, bienvenue pour ceux et celles qu'on ne connaît pas encore. Je m'appelle Camille Carneguez, j'ai 27 ans et je suis co-animatrice de ce merveilleux podcast que Damien a créé il y a quelques années, mais que je vais lui laisser le soin d'introduire. Merci Camille. Donc moi c'est Damien Farjou, j'ai 30 ans. J'ai créé l'émission Dear Valid People il y a 3 ans, bientôt 4. C'est parti tout simplement d'un constat que dans les médias, lorsqu'on parlait de handicap, on interrogeait les personnes valides. Et c'était quelque chose qui me dérangeait un petit peu et que j'ai voulu mettre mon grain de sel dans l'histoire et donner l'occasion aux personnes concernées de pouvoir en parler de leur expérience vécue. Alors c'est une émission qui a eu, on va dire, son vécu aussi, puisqu'au début c'était du tête-à-tête. Vraiment les gens parlaient de leur expérience, que ce soit des personnes concernées ou des personnes de la famille ou de la vie professionnelle. Et aujourd'hui, elle a évolué pour être sur un plus long format depuis l'arrivée de Camille, d'être sur un format mensuel. Et aujourd'hui, on a l'occasion de faire des moments d'échange ici à la Gazette Café. On les remercie pour ça, évidemment, parce qu'on est parti aussi d'un autre constat, c'est que c'était limité d'en parler avec les personnes concernées. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était faire avancer les choses. Et pour ça, je pense qu'on a besoin de pouvoir en discuter ensemble. Personnes en situation de handicap, mais personnes valides aussi. C'est, je pense, le combat de tout le monde. À côté de ça, avec Camille, on peut aussi discuter du handicap au travers de nos métiers, au travers de nos loisirs. Et c'est comme ça qu'on peut militer de toutes les manières possibles sur le handicap. Très bonne introduction. Merci Camille. Ça a vraiment pour but, ce genre de conférence, d'être assez interactif et qu'on soit pas vraiment sur une conférence formelle vous venez apprendre quelque chose sur un sujet. L'idée, c'est vraiment qu'on questionne ensemble et qu'on réfléchisse et qu'on ose aussi poser des questions qui peuvent apparaître un peu tabous et voilà. N'hésitez pas en tout cas si à tout moment il y a une envie.
Donc pour entamer cette conférence, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire passer une vidéo, la vidéo de Et tout le monde s'en fout. Qui la connaît ici dans l'audience? Personne. Une personne. Ah, Parfait. Allez. ok. Donc on fait passer cette vidéo et qui discutera de plusieurs thématiques sur le handicap. On vous laissera réagir dessus après. Bon visionnage. To burn the world tonight, that would be wonderful. Je voudrais qu'on se penche sur un truc qui fout mal à l'aise. Le handicap. Tu sais, c'est quand... Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas. Tu sors à peine du coma. Bon, maintenant tu te rallonges, hein, ou je rappelle l'infirmière. Oh, ça va, je suis pas infirme, j'ai un doigt cassé. Oui, mais pour le moment, tu es considérée comme une personne handicapée. Oui, le handicap, c'est censé être une différence, pas une limite. Parce que si tout le monde a tendance à penser comme ça, c'est sûrement parce que ça nous renvoie à notre propre fragilité. Et quand on... D'accord, j'ai peut-être confondu ta vulnérabilité avec de la faiblesse. Oui, le handicap, ça fout toujours l'ambiance. Surtout quand ça se voit. En fait, c'est un peu comme si la seule présence d'une personne handicapée, ça impliquait soit de devoir s'en occuper par politesse... Soit de se sentir mal à l'aise ou désolé. Oui, bonjour madame, pourrais-je avoir un sandwich s'il vous plaît? Oui. Chérie, on a du pain en braille ou pas? Mais les personnes handicapées, elles demandent pas toujours à être traitées comme des victimes. Ce qu'elle te demande à la rigueur, c'est de leur permettre d'exister sans compliquer leur situation. Parce que déjà qu'aborder le quotidien avec un truc de traviole, ça demande un certain self-control. Mais alors quand l'environnement autour de toi est pensé pour tout le monde, sauf pour toi, Y a de quoi avoir envie de brûler des trucs. qu'est-ce que tu fais encore par terre? Oui, mais le handicap, c'est un luxe qui coûte cher et dans la nature, c'est vite réglé parce que les handicapés, ils ralentissent les progrès. Combien? Va rafraîchir tes idées dans la glace carbonique. Et si on se concentrait sur ce que les personnes handicapées peuvent nous apporter plutôt que de rester bloqués sur ce qu'elles nous coûtent? Un peu comme si on changeait son regard sur les autres pour arrêter d'être condescendant. T'imagines si on avait enfermé Albert Einstein dans un asile psychiatrique à vie parce qu'il avait du mal à s'exprimer? Ou Ray Charles et Stevie Wonder dans un monastère juste parce qu'ils étaient aveugles? Balancer Stephen Hawking à la décharge avec sa maladie de Charcot? Parce que jusqu'à la fin de l'Antiquité, c'était vite réglé. Dès que ton handicap était visible, on te tuait à la naissance. On appelait ça exploser le nourrisson. C'était pour cacher qu'on te filait à bouffer ou bête sauvage. Heureusement, à partir du Moyen-Âge, le concept de charité est devenu à la mode. Alors au lieu de les tuer, des fois on laissait les handicapés mendier dans la rue quand ils avaient échappé à l'exorcisme. Alors non, Grégory, je suis désolé, mais tu ne peux pas aller à l'école l'année prochaine. Parce qu'on ne met pas un cartable quand on a son frère siamois collé dans le dos. Un point, c'est tout. Oui. Ah, par contre, si tu veux aller au cirque, il y aura plein de gens comme toi. Les infirmes, ils attirent toute l'attention alors que ça me concerne pas et qu'il y a d'autres problèmes. Va te coiffer au bistouri. Pas quoi m'énerver. Si tu crois que vivre la différence de handicap, c'est que pour les autres... N'oublie pas qu'un jour tu seras l'handicapé de quelqu'un d'autre. D'après l'ONU, dans les pays où l'espérance de vie dépasse 70 ans, Comme par exemple la France. chaque individu passera en moyenne 8 ans de sa vie avec un handicap. Donc arrête de croire que c'est juste le problème des autres. En fait, ce qu'on appelle les personnes handicapées, c'est avant tout une réserve de ressources incroyable. Tout ça dépend du regard qu'on porte dessus. Parce que vu les chantiers que l'humanité a en cours, c'est... Alors, petit con, encore vivant? Tiens. J'ai ramené des pommes. C'est quoi ça? Tu filmes? Et vu les chantiers que l'humanité a sur les bras, c'est pas comme si on n'avait pas besoin des forces de tout le monde. Comme des enseignements du philosophe Alexandre Julien qui est handicapé moteur cérébral. Tiens, vas-y, lis. Alors, plus on cherche une chose, plus elle nous échappe. Il faut abandonner même Abandonné. Il faut abandonner même la recherche de la joie pour se donner complètement à l'instant présent. Ah, donc si je comprends bien, il prône l'abandon, mais surtout pas de baisser les bras. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il dit aussi, l'abandon, c'est la joie de ne lutter contre rien dans la vie pour être éminemment acteur. Ça te parle? Ouais, mais moi je vais te dire, le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on ne me laisse jamais finir mes épisodes? Deux horizontaux. Hop, tu vois, hop, j'ai une ligne. Allez, vas-y. Et comment vous m'avez retrouvé en fait? Bah, tu t'es encore garé sur une place handicapée. Ah, mais tiens d'ailleurs, je t'ai ramené tes PV. Alors, est-ce que il y a des réactions éventuelles autres que les rires? Enfin, d'ailleurs, les rires parlent aussi d'eux-mêmes.
Est-ce qu'il y a une envie de partager? Non, je trouve que c'est très bien vu, il y a beaucoup d'humour. Moi je trouve ça assez fin, drôle, donc je trouve ça très percutant. Voilà. C'est fait par des jeunes, donc c'est chouette. Qu'est-ce que tu as trouvé de percutant? Ouais, cette autodérision sur tout, quoi. Et ça marche bien, et en même temps, il dénonce un problème complètement actuel. C'est vrai que tout le monde s'en fout. Enfin, beaucoup de gens en tout cas. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait réagir sur la vidéo, notamment ceux qui ne l'avaient jamais vue avant? Est-ce qu'elle amène des réflexions? Est-ce qu'elle pose des questions supplémentaires? Est-ce qu'elle amène des réponses à des questions éventuelles? Poser la question si c'est quand les personnes en fait vivent environ 8 ans 8 années dans leur vie de handicap, apparemment, comment ça se passe pour les sensibiliser à ça, pour leur dire voilà, c'est le cas de tout le monde, ça vous arrivera un jour ou l'autre. Est-ce qu'on peut avoir une façon de leur montrer que il faut qu'ils arrêtent d'être... moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est le regard compassionnel, en fait. Donc, voilà, on va pas s'arrêter chaque fois dans la rue pour dire à une personne, vous savez que tout va bien, pour, en fait, leur expliquer que juste une vision des choses, quoi. C'est juste un regard. Parce qu'il y a plein de handicaps qui sont pas visibles, donc... Mais bon, est-ce que vous avez une réponse à ça sur comment faire pour qu'on arrive à passer un cap avec ces personnes qui sont trop sensibles, trop dans la douleur pour nous ou pour elles, je sais pas trop en fait. Oui, ça pose une vraie question. En effet, enfin, les gens, la plupart des gens qu'on les croise, on croise souvent leurs regards. Et c'est jamais des regards très neutres, en fait. Mais ça, je pense pas qu'ils en aient conscience. C'est juste que je pense que ça les surprend. Ils sont très surpris de notre présence. Parce que on leur fait croire qu'on n'existe pas, en fait, que les personnes en situation de handicap sont invisibles et que... En plus, ça donnerait une idée, je pense, derrière, dans ce non-dit, que le handicap, c'est pas bien. Je pense que si on peut faire un parallèle peut-être un petit peu maladroit, j'adore faire ça, c'est un petit peu comme des gens qui sortent de prison, par exemple. Si les gens savent qui sortent de prison, quand on la croise, ça attire à... Le regard. Moi, apparemment, notre place n'est pas dans la société, mais plus à l'hôpital. C'est pour ça que ça les étonne autant. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie. Je ne sais pas quelle est la théorie de Camille Kernéguez. Alors, moi, je vais peut-être avoir une réponse un petit peu plus mitigée, un peu plus nuancée. Je sais pas si la personne hyper compatissante, très empathique, de manière trop, va ressentir quelque chose de l'ordre de qu'est-ce qu'elle fait là, cette personne, pourquoi elle est pas ailleurs, et est-ce que sa place est réellement là, est-ce qu'il y a un rapport à l'invisibilité, je ne sais pas. Par contre, c'est sûr qu'il y a un rapport à la faiblesse, à un manquement, à quelque chose qui ne va pas droit, qui ne roule pas droit, qui ne marche pas droit. Il y a quelque chose de l'ordre de mais en fait, malgré ça, malgré ce fauteuil, malgré cette malvoyance, malgré ces cannes, malgré,
elle existe, quoi. Et elle est présente, et en effet, elle est présente dans la société et dans des lieux où elle serait pas forcément attendue. Des lieux de vie, des lieux de fête, des lieux qui sont très joyeux, en fait, d'apparence. Et je trouve qu'il y a un petit peu cette ambivalence de la personne handicapée est automatiquement triste, malheureuse et dépressive et abasourdie par son handicap parce que justement il y a un manquement, il y a quelque chose de l'ordre de la faiblesse. Et je pense que ce rapport à l'autre, c'est aussi un peu un rapport miroir, quoi. Il y a des personnes qui vont être dans des états un peu émotionnels de trop plein vis-à-vis d'une personne handicapée parce qu'il y a un vrai rapport à soi, en fait. Il y a, enfin, ouais, qu'est-ce que ça te dit de nous, quoi? Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'interprète, je le ressens. Après, le tout, voilà, c'est d'en être détaché, quoi. Le tout, c'est de ne pas engendrer un peu un cercle infini où du coup la personne va commencer à poser des questions qui vont être presque intrusives, enfin, et qui vont voilà, rentrer dans un schéma un peu de curiosité malsaine, quoi. Et après, enfin, tout est pareil. Où est-ce que se place la limite? Est-ce que on est juste de l'ordre d'un échange et c'est chouette, on apprend l'un sur l'autre, ou est-ce que on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la curiosité malsaine et où là ça vient creuser, quoi. Et où c'est pas hyper sain, quoi. Si quelqu'un d'autre souhaite réagir, n'hésitez pas à lever la main. On fera passer le micro sans problème. Je vois pas mal de personnes en fauteuil roulant. Ça, donc, est-ce que ce qu'on a dit, ce qui vient d'être dit, est-ce que ça vient entrer en connexion avec des expériences que vous avez déjà eues, que vous souhaiterez peut-être partager, ou d'autres questions vous souhaiteriez amener ce soir? Moi je dirais c'est surtout, en tout cas comment je le vois, c'est surtout une question de visibilité. C'est pas vraiment une question de regard méchant, complotissant, etc. C'est de la curiosité qui est plutôt engendrée par une invisibilité, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on, par exemple, quand on prend le cas des personnes à mobilité réduite ou de handicap en général, il y a très peu de représentation dans le média de tous les jours, dans la télé, dans les journaux, par exemple, dans les films, etc. On en voit très très peu, ce qui n'est pas proportionnellement par rapport à la réalité, pas très correct. Et du coup, moi, je dirais une dissolution qui pourra du coup lier le fait qu'il y a ce type de regard curieux, c'est justement augmenter un petit peu de la visibilité. Et justement, je fais partie de pilotes mobiliers qui font des films courts et ils font beaucoup de figurants dans des films courts. Et je me suis demandé à un moment donné pourquoi il n'y a pas un figurant qui est en situation de handicap. En fait, parce qu'en général, quand il y a une personne en situation de handicap dans un film, c'est souvent le personnage principal. Je me suis dit, pourquoi il n'y a pas un figurant qui est juste derrière, en train de boire un verre tranquille et qui rentre directement. Oh là là, mais parce que ça ferait, tu couvrirais tout l'acteur, l'actrice principale, tu comprends? Il y aurait trop de plus d'intérêt pour l'acteur et l'actrice principale. Non, mais je comprends. Mais je pense que c'est surtout tu dois représenter le média le fait qu'il y a des personnes différentes qui existent, mais voilà, comme à l'époque, les personnes
voir les personnes autochtones, etc. Alors. Est-ce que tu peux parler dans le micro? C'est assez important pour la captation. Ouais. Ah, oui. Ouais. Donc la question de la visibilité ou de l'invisibilité, et en l'occurrence de la visibilité dans ce qu'on va appeler pop culture, enfin dans les films, dans les représentations sociétales et en l'occurrence occidentales. Alors, elle est hyper intéressante cette question. En plus, tu soulèves l'exemple de faire de la figuration quand on est une personne en situation de handicap visible. Et c'est intéressant parce que j'ai eu exactement cette conversation-là hier, vraiment hier, vraiment sur la figuration. Donc c'est drôle. Alors oui, je pense qu'elle clairement elle est l'une des réponses à ce rapport que à la société, enfin les gens valides envers des personnes en situation de handicap, le fait de ne pas avoir en fait d'exemple à proprement dit, le fait de pas se sentir concerné parce que on n'y est pas forcément sensibilisé de près, de loin, et que en effet il n'y a pas constamment une publicité, un film, un truc qui nous rappelle ça. Bien que ça tend à changer, parce qu'il y a quand même des films de la culture populaire, etc., des films français en plus en l'occurrence, où des personnes en situation de handicap jouent le premier rôle. Bon, entre autres Intouchables, Patient. Voilà, sauf que, bon, je m'arrête là. Oui, tu t'arrêtes là, mais tu sais très bien ce que je vais dire. La problématique, en fait, c'est que ces personnes en situation de handicap sont incarnées par des personnes valides. Et c'est un phénomène qu'on appelle le creeping up. Et c'est un phénomène, on va dire, qu'on peut comparer au blackface dans les années 50, où des acteurs blancs vont prendre un rôle d'un personnage noir. Mais là, c'est pareil, c'est une personne valide jouerait une personne en situation de handicap parce que ça serait le summum de l'incarnation pour cet acteur, parce que ça arrive pas souvent. Comprenez-moi, ça me permettrait de pouvoir briller un peu plus en tant qu'acteur. Sauf qu'au final, ça va donner des incompréhensions, des fausses idées sur le handicap, et on va s'éloigner de la réalité du handicap, et au final on va pas forcément s'y reconnaître, nous, en tant que personnes en situation de handicap, parce que je pense que c'est un des rôles essentiels de la pop culture, c'est de pouvoir s'y reconnaître. Et je dirais même au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appellerait un valid gaze, entre guillemets, alors, c'est-à-dire une manière de montrer les personnes en situation de handicap, mais avec son œil de personne valide qui est le réalisateur. Et ça pose des problèmes aussi là de ce que peut faire une personne en situation de handicap au sein d'un film. On va se retrouver avec des gros stéréotypes, des narratifs qui vont se reproduire encore entre différents films. Oh, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et moi, ce que je dis, c'est que le problème que j'ai avec ça, c'est que les personnes handicapées, quand elles sont représentées dans un film, ils jouent toujours un rôle principal, ils se tournent toujours autour de handicap, c'est-à-dire une personne handicapée qui doit monter des escaliers pour faire je sais pas quoi. Et c'est surtout ça qui me pose problème. Pourquoi on m'appelle, il y a un figurant qui est juste là en train de boire un café et qui va rentrer chez lui, qui va continuer son quotidien sans trop de bruit. C'est surtout ça qui, pourquoi il y a toujours le focus sur l'handicap de la personne.
Oui, tout à fait. Ça pose une question autant cela représente dans la pop culture, mais on revient aussi à cette question du regard. C'est vrai qu'il y a un regard très réducteur de la personne en situation de handicap où elle n'existe que par son handicap. Où en effet, comme disait Camille tout à l'heure, il y a cet effet d'invisibilisation et en même temps de survisibilisation, comme si le handicap était extrêmement présent. Et pourtant, les gens sont capables de ne pas nous voir malgré qu'on soit en fauteuil roulant et qu'on prend un espace certain dans l'espace public. Et c'est vrai que derrière, ça va poser plein de questions sur pourquoi on discute avec moi. Est-ce que c'est de par mon handicap ou est-ce que c'est parce que c'est moi avec ma personnalité en tant que Damien pour moi, en tant que Camille pour Camille, et chaque personne c'est pareil, c'est est-ce qu'on va pas réduire la personne à un monolithe? Alors, oui, tout à fait. En même temps, c'est une manière aussi d'entrer en contact avec quelqu'un. Je fais l'avocat du diable volontairement, hein. Mais en fait, j'ai déjà eu des retours d'amis valides ou de personnes valides qui me confiaient que c'était aussi une manière d'introduire un sujet et de rentrer en contact. Alors peut-être un peu sans tact, mais en fait, il y a un peu l'art et la manière, quoi, d'amener le contact par rapport à ce sujet. Je sais que personnellement, en fait, ça avait été très très individuel comme pensée, comme avis, mais personnellement, je suis assez ouverte avec le fait d'en parler assez librement de ce sujet, mais il y a un peu la manière d'aborder les choses, quoi. C'est-à-dire que si on me dit même pas bonjour ni quoi ni qu'est-ce et qu'on me demande pourquoi je suis là ou qu'est-ce que j'ai, en effet, là, on est dans vraiment de la curiosité mal placée et des questions intrusives, style salut, bonjour, bienvenue. Mais au cours de l'échange, quand ça vient, même si ça entre en jeu rapidement dans la conversation, mais qu'en fait l'échange se passe bien et que tu sens que c'est pas non plus la première question, je trouve que, ça permet aussi de mettre d'engager un sujet, en fait, d'engager une réflexion et de voir aussi comment l'autre se place vis-à-vis de ça. Bon, voilà, ça c'est pour la réponse nuancée. La réponse un peu plus militante et engagée, c'est que il y a réellement un manque de tact vis-à-vis, de la part de certaines personnes qui entrent dans une conversation avec une personne handicapée et qui ne se posent même pas la question de savoir comment celle-ci va réagir et qu'est-ce que ça va provoquer chez elle. Encore il y a pas longtemps, j'ai eu le retour d'une amie aveugle. Elle prenait le train. Je relate ses propos, c'est dommage qu'elle soit pas là, mais un jour elle sera invitée dans l'émission. Et elle disait qu'à 6h30, 7h du mat, elle prenait le RERD à Paris, qu'elle avait un besoin d'aide pour au moins qu'on puisse lui donner accès à l'escalier et remonter au hall d'entrée, etc. Et en fait, la personne a commencé un monologue à 6h30, 7h du mat, lui dire « Oh là là, mais je sais pas comment vous faites, à votre place, vraiment, je me suiciderais !» Et en fait, le truc, c'est que c'est même pas un cas isolé. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est même pas un cas isolé de elle est comme ça et elle a ce vécu-là. C'est que, en fait, à toute personne, et je vois des des hochements de tête qui viennent acquiescer ça. À un moment donné, il y a concrètement ce témoignage-là, en fait, ce vécu-là, qui du coup viennent vraiment re-questionner ça, quoi. Non, c'est juste, je vais acquiescer parce que moi, on me l'a dit plusieurs fois. Je suis pas aveugle, je suis en fauteuil, mais on m'a dit plusieurs fois qu'il se serait suicidé. Ah ouais. Et notamment, je me souviens, on nous avait dit ça avec mon ami à l'époque qui était aussi en fauteuil, très peu de temps après la sortie du centre de rééducation. Voilà. Quoi. Voilà.
Et là, c'est un peu dur. Voilà, tu viens vraiment aussi soulever quelque chose de l'ordre du contexte et du temps. Et je pense qu'on est vraiment tout le temps sur quelque chose de très éphémère, quoi, très direct, très ok, la personne handicapée a hyper mal réagi et c'est hyper brusqué. Vous voyez, en fait, on peut pas parler avec eux. Enfin, j'exagère, je caricature volontairement, mais en fait, il y a vraiment un rapport au temps et au contexte, et c'est exactement ce que mon ami là aveugle avait ressorti. Bon, Gaël, un prénom, on va l'appeler Gaël. Hein. Salut Gaël, tu écouteras ce podcast. Et en fait, elle m'avait vraiment dit, mais en fait, c'est fou parce que là, j'étais en capacité de prendre du recul et d'être presque en fait pédagogue avec lui en expliquant non, vous savez, ça va, je me lève du bon pied, je suis heureuse hein, en fait. Là, voilà, je vais à Paris pour ci, pour ça. Enfin, bon, chapeau à elle. 7h du mat, RERD, Paris. Franchement, ça, c'est du courage, clairement. Mais honnêtement, elle m'avait expliqué que dans d'autres contextes, à d'autres moments, à d'autres périodes de vie, mais ça aurait pu être un couteau planté dans le ventre. Enfin, il y a vraiment un contexte qui entre en jeu. Le handicap, et en plus, s'il apparaît de manière assez soudaine dans la vie, il y a toujours un rapport à l'accueil, à l'acceptation de ce truc et au fait que toutes les réactions ne sont pas permanentes, quoi. On n'est pas tous... on est humains, quoi. Oui, et en même temps, cette situation que tu racontes, ça met en avant le fait que c'est toujours... aux personnes en situation de handicap de devoir rassurer les personnes valides que ça va, en fait. Et je pense pas que ça soit notre position à toujours avoir cette position de pédagogue parce que ça rajoute énormément et qu'on n'a pas l'énergie pour ça parce qu'on a déjà un quotidien à gérer. C'est un petit peu comme si chacun de nous devait à chaque fois expliquer que on passe une bonne journée, on a une vie qu'on mène et qu'on apprécie. Je pense qu'on ne doit pas passer ce temps à convaincre les gens. Parce qu'au final, c'est pas convaincre les gens. En fait, nous, on est bien avec notre handicap, on le vit bien. Et c'est les personnes avec qui on discute où ça peut être difficile, mais pour justifier de ça, ils préfèrent se dire que notre vie est dure. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et à ce moment-là, en fait, on peut pas réellement discuter avec la personne. C'est la personne qui discute avec elle-même, en fait. Et c'est pour ça qu'on est obligé de aussi faire nos choix. C'est quand une personne prend le temps de nous montrer qu'elle ne sait pas et qu'elle s'intéresse à la question, qu'elle sait que ça va pas se faire en une journée, mais que ça va prendre du temps, c'est là où nous, on est beaucoup plus à même à donner de notre temps et à expliquer. Pas plus tard que la semaine dernière, je passais une après-midi avec un ami qui commençait à s'intéresser à la question. Et pour lui, il commençait juste, en fait. Et ça l'embêtait presque. Il culpabilisait de me prendre une après-midi de mon temps pour ça. Et moi, je dis, non, mais en fait, je le fais avec plaisir, plus qu'avec une personne en soirée qui me demande « Et qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Non, là, j'ai un peu plus de mal. Oh là, faut être imaginatif. Hein. C'est bon, hein, créatif plutôt. Ça va s'inventer une vie. Enfin, sinon, tu le fais quand à moins que d'être acteur principal, tu vois. Mais c'est vrai, non, mais pas tous. C'est bon, sinon. Mais bref, je ne dévoilerai pas mon deuxième personnage parce que voilà, je tiens à rester mystérieuse et secrète. C'est Jacqueline, c'est ça? Jacqueline. Oui, je te rejoins évidemment. Et puis en fait, je pense aussi que
c'est bien pratique finalement, c'est bien facile de pas trop se questionner et de pas trop demander à l'autre finalement comment il va et comment il se sent concrètement au-delà de tout ça, parce que ça permet aussi de rester dans une relation. Bon, on est sur du caricatural, enfin en tout cas on est sur un peu des stéréotypes, hein. Tous les individus ne sont pas comme ça, mais en tout cas dans des sphères un peu plus décisionnaires, enfin sur des pouvoirs un petit peu plus publics et décisionnaires. Je pense concrètement que la concertation à l'autre, à autrui et tout, elle impliquerait énormément de temps et d'énergie et donc d'argent. Que des collectivités ou quoi, des États même n'ont pas forcément. Et du coup, c'est aussi bien facile et bien pratique de laisser place à une vision un peu dominante du la pauvre personne handicapée qu'il faut aider quand même. Allez, on va mettre en place des petites aides par-ci par-là. Allez, on va essayer de normer et de légaliser des rampes, une mise en place de programmée pour rendre accessibles des bâtiments, des lieux, etc. Et en fait, voilà, en normant un peu le truc, ça permet de mettre tout le monde dans une case et hop, c'est bon. Allez, la rampe est faite. On se pose plus la question de savoir si finalement qu'est-ce que ça veut dire aussi de ça, quoi. L'accessibilité de terrain, elle est, Oui, la problématique souvent en termes d'accessibilité, que ce soit physique ou numérique, qui sont nos deux travails respectifs avec Camille, on se rend compte qu'en fait, il y a souvent la problématique de l'item qui est OK. C'est-à-dire, on fait une rampe, et c'est bien, on a fait une rampe, c'est bon, c'est une case à cocher. Et le problème, c'est que l'accessibilité, c'est pas ça. c'est pas une case à cocher, c'est un process. C'est un processus qu'on doit garder en tête tout le temps. C'est comme, pour le coup, on peut refaire un comparatif avec ces gens qui nous posent la question de ce qui nous est arrivé. C'est pas... Et j'ai fait ma BA, j'ai posé ma petite question du jour, je me suis intéressé à une personne minorisée, on pourra revenir sur ce terme d'ailleurs, et c'est bon. Sauf que non, c'est comme l'ami dont je vous ai parlé, c'est on y commence, on prend le temps, et on se rend compte, ça ne va pas se faire en une journée, on se pose des questions. On discute avec les personnes concernées, on avance gentiment sur nos questions personnelles, ce que ça remonte, ce que ça monte de nous-mêmes petit à petit. On ne demande pas forcément que tout le monde ait les réponses, parce que même nous, on les a pas. Enfin, moi, dans mon cas, je sais que j'ai une maladie dégénérative, donc je ne sais pas ce que va être demain, je sais ce qu'était hier, et avec ça, j'essaye de prévoir, d'anticiper ce qui pourrait se montrer de nouveau, et je pense que c'est pareil avec les personnes valides. D'ailleurs, je vois qu'il y a quelques personnes valides avec nous ce soir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait poser une question, avancer une thématique qui leur a toujours posé question? Non? Merci. Il faut des gens qui se dévouent, hein. On est là ensemble. Il n'y a pas de questions bêtes. Bonjour, moi je voulais juste soulever la question de la peur. En fait, je pense qu'aussi le handicap fait peur aux personnes qui sont valides, parce que justement, comme on a pu voir dans la vidéo, ça peut toucher tout le monde. Tout le monde de même peut être en situation de handicap. Donc voilà, je pense qu'aussi il y a une forme de peur. Les gens sont pas très courageux, quoi. Moi, j'aime bien dire aussi, on vous donnera la parole après, j'aime bien dire que s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Donc, en même temps, moi, je me dis, c'est normal d'avoir peur. Il faut avoir peur pour être
courageux. Et en effet, sur la question du handicap, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est en fait l'argument pour nous qu'il faut qu'on s'intéresse à la question maintenant. En fait, je pense que si ça fait autant peur, c'est parce que au fond de nous, tout le monde sait à quel point c'est pas très mal pris en charge, que la question n'est pas du tout abordée dans la plupart des domaines, que c'est un sujet qui est tue aussi, où on essaye de pas en parler parce que ça va amener des problèmes. On parle souvent du handicap comme un problème. Une contrainte, ouais. Contrainte, une limite, et donc il faut mettre en place des règles et des normes et des obligations obligations de rendre accessible, obligation d'inclure au travail, obligation de pourcentage de personnes en situation de handicap dans tel milieu pour X salariés, etc. Et voilà, il y a vraiment, c'est des questions de portes ouvertes. Enfin, on en trouve des portes parce que en fait, j'ai pas de réponse toute faite à ces réflexions. C'est juste que ça amène un peu une idée de la culture et de la société dans laquelle on évolue, qui est une société validiste. Il y a clairement l'idée de devoir inclure des personnes handicapées et de devoir les intégrer à l'accès aux droits de manière très large. Donc ça veut vraiment dire par essence que cette personne ne fait pas partie en fait de la société par essence même, et que du coup il faut mettre en place, il faut créer des choses et donc légaliser et créer un cadre, une norme. En plus on est très fort pour ça en France, pour l'inclure en fait dans un lieu, dans un milieu dans lequel elle n'a pas forcément accès. Ça c'est valable dans l'emploi, dans l'école, à l'école, partout en fait. L'avocat du diable, il est parti là. Ouais. Il va revenir. Mais en effet, on arrive même à se poser la question de est-ce que ce mot inclusion est vraiment si positif? Est-ce que c'est pas un mot qui vient justifier tous les manquements? Cette recherche de l'inclusion, est-ce qu'au final, de parler de école inclusive, c'est pas plutôt c'est montrer qu'il y a quelque chose qui va pas, qui manque, et que c'est histoire de cacher sous le tapis ce qui manque, alors que on aimerait simplement que les gens soient un peu plus honnêtes sur cette question. Et avant de vous donner la parole, j'aimerais poser la question, je vous ai pas oublié, j'aimerais poser la question, qui a déjà entendu ce mot de validisme? N'hésitez pas à lever la main, ceux qui ont déjà entendu ce mot. 4. Allez, une bonne moitié, deux tiers. Et est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait donner une forme de définition de ce mot pour les personnes qui ne l'ont jamais entendu? Sur les mêmes qui prennent la parole, ça va être les mêmes qui prennent la parole. Les bons élèves. N'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous, on rajoutera s'il y a des choses à rajouter, ce qui n'est pas grave. On est tous là pour parler chacun de nos expériences et que ça donne une réponse plus ou moins complète à cette question qu'est le handicap. Et donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que le validisme? C'est une maladie. On me dit c'est une maladie à ma droite. Allez, là-bas. Petit micro obligatoire pour le son. Alors, le validisme, il me semble que c'est la nécessité pour les personnes en situation de handicap à devoir s'adapter à un monde de valides. Donc, ça peut être au niveau accessibilité, tout ça. Donc, avec tout est fait en fait pour les valides. Voilà. Donc, dans un monde de valides, l'adaptation est nécessaire. Oui. Par des valides, quoi. Mais en soi, enfin, je veux dire,
la majorité des personnes à l'instant T, dans la vie, dans le monde, etc. Enfin, il y a une plus grande majorité de personnes qui sont valides que de personnes qui sont handicapées, factuellement. Handicapées physiques, visibles, moteurs, on va dire. Factuellement. Sauf que, comme le dit très bien la vidéo, c'est un complet non-sens que de penser, d'imaginer, de croire que on reste valide à vie et que c'est permanent en fait. Oui, je pense que ça rejoint aussi cette envie de l'humanité à vouloir être un surhomme, à toujours vouloir plus et à ne pas voir ce qu'on pourrait avoir en moins. Là, c'est toujours ce qu'on essaie de nous faire croire, nous faire dire que le handicap, c'est quelque chose en moins. On nous a retiré des choses. Moi, je pense qu'au contraire, ça me permet de me concentrer sur les choses qui importent. Je pense on peut tous en parler là. On concentre nos efforts sur ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut pas faire, on sait très bien que c'est du temps perdu. Et je sais que dans mon entourage, y a des personnes valides qui vont toujours vouloir passer du temps à se dire je vais le faire, je vais y arriver. Et nous, on sait très bien que c'est du temps perdu, on va pas le cacher. Et en effet, validisme, c'est devoir toujours s'adapter à un monde de valides. Je peux vous conseiller de la lecture d'un livre très simple sur la question qui s'appelle Je vais m'arranger de Marina Carlos et qui va commencer à vous donner des éléments de ce qu'est le validisme au quotidien. Il y a quelque chose de très fort pour moi dans le validisme encore aujourd'hui, c'est que c'est pas reconnu comme de la discrimination. Aujourd'hui, le validisme n'est pas réellement reconnu. On va toujours lui prêter d'autres justifications, on va dire. Là où, par exemple, la mise en accessibilité, c'est pas quelque chose de naturel, ça serait du favoritisme pour les personnes en situation de handicap. Ça serait de leur faire une faveur que de faire cet effort. Mais bizarrement, on ne réfléchit pas à l'inverse, c'est-à-dire de l'effort nécessaire pour une personne en situation de handicap de s'adapter à un monde inaccessible. Oui, je ne réagis pas, je laisse question ou réflexion être, mais qui du coup est sortie de la tête parce que ça fait un quart d'heure. Même si c'était sur le sujet d'il y a 20 minutes, hein, c'est possible. Bonsoir. Alors moi je réagis, je rebondis sur ce que Madame a dit. Ça marche pas. Ouais, bien, voilà. En fait, quand elle parlait de peur, concernant les personnes valides, je suis d'accord avec elle. Et pour revenir sur l'exemple que disait Camille avec la personne dans le métro à Paris, je pense que la peur des personnes valides les rend mais totalement ça déstabilise et donc du coup ils en deviennent un peu maladroits. Et parce que moi je remarque très souvent, et ça m'est encore arrivé là cette semaine, j'étais aux courses en train de faire mes courses, il y avait énormément de queues, évidemment il y avait autant de queues à la caisse réservée pour les personnes en situation de handicap. Et il y a un monsieur qui est arrivé, qui a essayé de passer, il était un peu gêné de passer devant tout le monde, mais bon, comme c'était sa caisse, il est arrivé. Et la caissière, au moment de partir, plutôt que de lui dire au revoir comme elle nous disait à tous, elle lui a dit bon courage. Et ça, tout le temps, je l'entends dire souvent, même une fois avec Yab, ça m'est arrivé. On se fait servir 2 verres de vin blanc, et le serveur, il dit à Yab bon courage.
Alors moi je dis bah mince, c'est moi, pourquoi il me dit pas bon courage Je comprends pas. Il faut du courage pour amener le verre jusqu'à la bouche quand même. Lever le bras, des fois, c'est pas... Surtout Yab. Donc voilà, c'était pour... je pense qu'en fait, ça les rend très maladroits. Et donc voilà, c'était pour ça, je voulais réagir à ça. Oui, merci de ce témoignage parce que en fait, c'est ça. Et souvent aussi, quand on est sur un rapport un peu au consentement, qui des fois est un peu... complexe, enfin inexistant. Et oui, ou justement pour aller dans ce sens-là, ça m'est arrivé nombreuses fois de me faire pousser, de qu'on prenne vraiment les poignées de mon fauteuil roulant pour m'aider à passer un endroit qui d'apparence paraît compliqué, etc. Sans même encore une fois me dire bonjour ni quoi que ce soit, ni comment puis-je t'aider et est-ce que je peux le faire en fait. Et ça m'est arrivé dans des situations un peu extrêmes de vraiment arrêter le fauteuil et dire mais non en fait je ne veux pas de ton aide, et au-delà d'en avoir besoin ou pas, je ne veux pas de ton aide. Et on retourne dans une situation où forcément elle devient enfin la réaction crée forcément une émotion de colère, d'agression ou de à minima quoi. Et oui, ces exemples-là, comme vous l'avez soulevé, il y en a plein, il y en a énormément, et une personne handicapée vraiment en vit quotidiennement quoi. Ces remarques-là. Et ouais. Oui, la question du bon courage ou de la personne qui va nous aider, il y a toujours cette présomption d'incapacité. La personne ne peut pas réaliser ce qu'elle veut faire, ou l'action va lui demander tellement d'énergie, je vais être là pour la soulager. Sauf qu'en fait, c'est pas du soulagement, c'est l'effet inverse. Ça nous rajoute quelque chose et ça nous oblige d'être dans un état d'agression aussi, ce qui n'est pas un état agréable pour personne, la colère. Et pour arrêter ce mécanisme-là, parce que sinon ça peut faire l'effet inverse où la personne va pas nous aider mais nous mettre encore plus dans l'embarras, ce qui est une situation à laquelle on pense jamais qu'on peut mal faire. On pense toujours que parce qu'on aide, parce qu'on veut aider, ça va toujours être bien pris. Sauf que ce bon courage, par exemple, moi je ferai un parallèle avec les compliments qu'on peut faire aux filles. De toujours dire t'es jolie, mais en disant c'est de bon cœur, c'est un compliment. Oui, mais non. Et en fait, le bon courage, c'est pareil. C'est oui, c'est de bon cœur, c'est un compliment. Oui, mais non. En fait, il y a un contexte. Moi, ce qui me fatigue, c'est que ces gens disent ça par automatisme. En fait, ils ne savent pas démêler le vrai du faux. Ils ne savent pas ce qui pourrait demander du courage dans mon quotidien et ce qui n'en demande pas, parce que je pense que tout le monde a ça dans sa vie, sinon c'est pas une vie. Franchement, interagir avec le monsieur du métro à 7h du matin en RERD à Paris, franchement là ça c'était du courage de la part de Gaël. Hein. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? C'était plus pour un peu nuancer le... oui, fais l'avocat du diable. L'avocat du diable, pas forcément, mais nuancer le propos. On vit tous les jours des situations comme ça, où le bon courage, regardez monsieur, il y a une caisse pour les gens comme vous là-bas, ou quand on va faire des courses, rien que pour venir ici, on est venu de Castelnau à la Comédie, c'est pas très long. On a eu au moins 2 situations dans lesquelles les gens nous croisent et nous disent qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit ça va aller. Elle nous a croisés, elle s'est même pas arrêtée, on se croisait comme ça. Ça va aller. Bon, ok, d'accord. Ça va aller. Mais pour essayer peut-être de donner un élément de réponse à Grégory, c'est ça, tu posais la question tout à l'heure, comment on peut faire pour
pour répondre aux gens qui vont qui vont venir vers nous et nous poser des questions indiscrètes souvent, maladroites souvent, mais encore une fois dans une situation de curiosité pas forcément malsaine, de peur aussi, de l'inconnu, de tout, mais malgré tout la démarche est faite. Ou alors elle est faite carrément avec la personne qui va t'attraper derrière, te prendre par les poignets pour te pousser, t'agresser. Donc en fait, d'essayer dans ces situations en fait de réagir de manière posée, sans colère aucune. Je sais très bien. Tu dis que c'est du courage à 7h30 dans le métro. Je pense que c'est du courage, mais à 7h30. C'est peut-être beaucoup moins de courage et beaucoup moins de prise sur soi qu'à 8h30 le soir en rentrant, alors que c'est la 3e, 4e, 5e, 6e personne de la journée qui te fait un monologue comme ça. Donc je pense que cette personne-là, elle arrive au bon moment, elle arrive à 7h30 du matin, elle n'est pas arrivée à 9h du soir. Peut-être elle aurait été reçue différemment. Mais ça m'amène à un autre aspect, c'est que ça fait un peu plus de 10 ans que je suis en fauteuil. Au début, les gens venaient m'aider, voulaient venir m'aider. Je sortais pour aller faire mes courses, pour sortir le fauteuil de la voiture. Les gens voulaient me prendre en charge, m'handicaper plus qu'autre chose au final, parce qu'ils n'ont pas la technique pour démonter le fauteuil et tout. Et se sentaient blessés quand moi je réagissais avec colère, quand j'étais... Et en analysant en fait, en essayant d'aller au fond du problème, parce que toi tu rentres chez toi, après t'es énervé, tu ressasses ce truc, et moi je me suis posé la question, comment j'aurais réagi, j'ai eu un accident de voiture à 22 ans, comment j'aurais réagi à 22 ans, le Arthur valide à 22 ans, qui avait finalement jamais été confronté au handicap moteur de sa vie, ou très peu. Je me souviens même pas avoir vu, ou certainement que j'en ai vu, je les ai pas considérés, je les ai ignorés, des personnes en situation de handicap au cours de ma vie de valide. Et c'est à ce moment-là que peut-être je me suis dit qu'il fallait essayer de recevoir les gens qui viennent vers moi d'une manière un peu moins brusque et un peu plus pédagogique peut-être. C'est très facile à faire avec le temps, à 7h du matin, quand c'est la première personne qui arrive vers toi. C'est beaucoup plus dur quand tu rentres d'une journée de boulot à 21h, que tu as pris 3-4 transports en commun différents, et que tu as rencontré un ou deux mecs bourrés du samedi soir qui viennent te faire des monologues. J'ai même eu une fois un mec qui m'a dit « Oh mec, je vais prier pour toi, je vais faire le chemin de Compostelle pour toi, ça va être génial. » Je suis « Ah d'accord, ok. » c'est bien ce que vous faites aussi, tu sais, t'as l'impression d'être une rockstar, tu sais, d'avoir fait une presta de fou, et en fait non, c'était juste sorti de chez toi, ou alors t'es pas couché à 18h avec les poules, mais en fait cette démarche, c'est peut-être l'image que je renvoyais aussi, l'image que j'avais de moi-même que je renvoyais. Je sortais du centre de rééducation, ça faisait 1 an, 2 ans, et en fait pour moi j'étais malade. J'étais handicapé, j'étais infirme, je baissais la tête, j'avais pas les épaules droites, je regardais pas les gens, je souriais pas. Et c'est cette image que je renvoyais aussi. Donc je pense qu'il y a une grosse part de ça aussi. C'est que l'image que les gens vont avoir du handicap, l'image que les gens vont avoir du fauteuil, le fait qu'ils voient le fauteuil avant de voir la personne, qu'ils considèrent le handicap avant de considérer la personne, il y aura peut-être une part aussi de comment on se considère nous-mêmes, comment on vit le handicap, comment on l'accepte. Est-ce qu'on l'accepte un jour ou pas, ça c'est un autre débat. Mais voilà, peut-être essayer dans la mesure du possible, de l'humain, de faire un peu plus de pédagogie au quotidien, mais c'est compliqué, j'ai conscience, c'est compliqué. Et voilà, mais malgré tout, il y a du positif. Tu t'en parlais tout à l'heure, c'est un super moyen de briser la glace, le fauteuil roulant pour les autres. Moi, j'étais valide, je faisais 1m90, je faisais peur à tout le monde, personne venait me parler, jamais et tout. J'ai jamais été autant sociabilisé, jamais été autant dragué, jamais été autant que depuis que je suis en fauteuil roulant. Que depuis que je suis en fauteuil roulant et que je regarde les gens et que je souris aux gens, que je les regarde dans les yeux aussi, que je baisse pas la tête et que... Donc voilà, il y a peut-être un peu de tout ça. Mais pas que forcément.
Là, c'était pour faire l'avocat du diable. Ouais, bien sûr. Après, voilà, t'es beau gosse, t'as un regard qui... t'as un regard perçant, assorti à tes roues. Jacqueline. Oui, alors sur ce dernier point, avant de réagir peut-être surtout, sur ce dernier point, je mettrais quand même certaines nuances parce que je pense quand même qu'il y a malgré tout des degrés dans le handicap. Alors, comment dire, entre Oui, il y a des guillemets- handicaps plus sexy que d'autres, c'est sûr. Exactement. Il y a des handicaps Oui. plus sexy d'autres. Il y a des fauteuils plus sexy d'autres. Et il y a une approche plus sexy d'autres. Et Damien, je vois acquiescer. Et voilà. Et je pense que c'est aussi. Enfin, tu vas pouvoir témoigner toi-même, mais. Oui. Non, Arthur m'a fait rire parce qu'il a regardé son fauteuil en mode sexy. Ah bon? Comment ça? Mais c'est vrai qu'il y a des handicaps plus sexy que d'autres. Il y a une histoire de capacité en fait. Je pense qu'il y a des handicaps qui semblent plus faciles à connecter et que d'autres beaucoup moins. Parce qu'il y a aussi une forme de théâtralisation, entre guillemets, où c'est vrai qu'une personne qui est dans un fauteuil électrique à ne pas bouger la plupart de ses membres, bah, ça a quelque chose de beaucoup plus impressionnant des fois qu'une personne qui peut vaquer à ses occupations et avoir des activités comme tout le monde. Et là, on parle beaucoup handicap physique, mais c'est vrai qu'on peut parler aussi d'autres types de handicap qui peuvent être tout aussi impressionnants et qui vont avoir un impact sur le social directement. Je pense notamment aux troubles autistiques. Et pour récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de voir sur la notion de regard, d'aide, Camille, est-ce que tu peux rajouter un petit détail là-dessus? Oui, j'aime bien moi parler de l'idée quand même du consentement de manière un peu large et qu'en fait le dialogue et l'échange ils peuvent être très simples et que demander de l'aide à quelqu'un parce qu'on pourrait considérer selon notre prisme que l'autre aurait besoin d'aide, c'est ok, pas de problème, mais il faut être en capacité d'entendre que la personne pourra répondre par oui ou par non. Et que si elle répond par non, c'est pas grave, ne pas en faire une affaire. Au revoir, ciao, bonsoir. Et si elle répond par oui, de demander simplement le comment est-ce que je peux vous aider. Et je pense que ça fait juste preuve de bon sens et d'échange du plus simple et communicatif possible. Oui, comme tu as dit, c'est des questions simples, mais qui sont bien rapidement effacées de l'esprit, comme s'il n'y avait pas besoin, comme si ce n'était pas nécessaire, parce que c'est tellement simple qu'on pourrait passer pour des mecs stupides, des gens stupides, alors qu'en fait non, c'est pas stupide, c'est juste montrer que vous ne savez pas, et donc c'est montrer que vous respectez la personne et son handicap en son entier. Ouais, complètement. Et puis peut-être sur un rapport aussi à la non-utilité peut-être à ce moment-là, à cet instant T, mais du coup, encore une fois, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est plus une responsabilité de toi à toi-même, quoi. C'est une responsabilité du dialogue et des deux, si on te dit non, ok, ce n'est plus ton affaire. Et voilà. Très bien. Fait. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes et à tous pour ces échanges. Et merci à toi, Damien, pour la compagnie. Avec plaisir, comme toujours, tous les mois à la Gazette Café. N'hésitez pas à nous retrouver le jeudi 8 décembre à 20h pour une nouvelle émission, nouvelle conférence de Dear Valley People pour continuer à creuser cette question tous ensemble du handicap, parce que on l'a dit, pour le consentement, c'est une affaire de 55 ans de communication, mais comme surtout la thématique du handicap, on est à 50%
responsable. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Valide people. Valide people.